Mitterrand me rappelle. Mitterrand ne se perdit pas dans la neige. Malgré la bourrasque, malgré les pannes de la Ligier, il finit, vaille que vaille, par atteindre Vichy. Cette victoire sur l'adversité aurait dû m'alerter. Si ce diable d'homme était capable de se sortir d'une situation aussi funeste, pourquoi ne l'emporterait-il pas aussi à l'élection présidentielle? Je reçus bientôt un appel de sa secrétaire qui me convia à déjeuner au restaurant d'Audin Bouffant, à 2 pas de son domicile, rue de Bièvre. Il faut dire que je m'étais bien comportée. J'avais écrit pour le Quotidien de Paris un récit qui valait la meilleure lettre de château. Sous le titre « Un homme libre aux portes de la légende », je ne lui lésinais pas mon admiration. Non seulement je le comparais à Victor Hugo, à Jaurès, à Blum, mais j'avais soigneusement évité le récit des pannes de la Ligier, comme s'il n'avait pas suffisamment la poisse. Je n'avais pas non plus ironisé sur les airs d'agent secret de Gros-Souvre. J'avais agi moins pour le flatter que parce que j'étais réellement séduit. Ce futur vaincu me plaisait. Changement de décor donc. Le restaurant où Mitterrand avait ses habitudes était bien différent de la table d'hôte de l'hôtel du Vieux-Morvan. Plus question d'édiles locaux et de nappes à carreaux. Le premier secrétaire du PS avait haussé le niveau. Les invités avec lesquels il me conviait se recrutaient moins parmi les notables de la gauche que dans le clan de ses amis, auxquels il agrégeait des journalistes non hostiles. Nous n'étions pas plus de 8. Les habitués étaient Robert, son frère, Roger Hanin, Jacques Lang, Guy Claes, directeur du Matin de Paris, et 2 ou 3 autres convives interchangeables. Mitterrand, immanquablement, arrivait en retard. Cela faisait partie de sa légende. Il vous prenait le poignet pour lire l'heure à votre montre. Tout de suite, bien qu'il eût des manières pleines de bonhomie, le pouvoir de fascination qu'il exerçait s'imposait. D'où lui venait cette autorité naturelle? J'observais ce phénomène sans pouvoir en trouver l'explication. Pourtant, il n'employait aucun truc, aucun artifice. Il se montrait au contraire d'une simplicité désarmante. On ne décelait chez lui aucune trace d'affectation. Il ne pontifiait pas, il évitait soigneusement les pièges de la vanité et de l'autosatisfaction dans lesquels tombent si souvent les hommes publics. De toute sa personne, il semblait dire « J'ai toujours été le chef, c'est ainsi, ne m'en veuillez pas ». On ne lui en voulait d'ailleurs pas du tout, tant il avait le port, la sagesse, la distance, et même la pointe d'humour qui consiste à savoir ironiser sur ses erreurs et sur ses échecs. Un jour qu'il venait de buter sur François Sérac, le président du CNPF qui déjeunait à la table voisine et qu'il avait feint de ne pas reconnaître, il confiait sa gêne. Il nous prenait à témoin, à voix basse, un peu retourné, comme s'il avait croisé le diable en personne. « J'ai peut-être eu tort, qu'en pensez-vous? Peut-être aurais-je dû le saluer, non? Même s'il ne doit pas me porter dans son cœur. Maintenant, évidemment, c'est un peu tard. » Face à la présence impressionnante du grand patronat, les convives baissaient le ton. Ils chuchotaient. Je trouvais que la petite bande, avec ses airs de conspiration, faisait figure d'un groupe de lycéens fomentant un monôme à quelques mètres du proviseur. Mitterrand aimait ce genre de déjeuner. À quoi lui servait-il? Strictement à rien. Du moins, si on se place du point de vue de l'utilité positive. Mais ce temps perdu, consacré à l'amitié, lui était aussi nécessaire que de respirer. Il n'y venait pas pour y recevoir un surcroît d'éloges ou des caresses courtisanes. Il en avait un lot suffisant au PS. Non, ici, Mitterrand baissait sa garde. Il se laissait aller à bavarder sans crainte, dans un climat libre, détendu, bon enfant, pour le plaisir. Les conversations qui se déroulaient au cours de ces déjeuners qui précédèrent l'élection présidentielle roulaient rarement sur ce qu'il ferait au pouvoir. Aucune n'était de nature à bouleverser l'historiographie officielle. Mais à l'époque, ce qu'il disait avait un parfum d'inédit. Il racontait ses évasions du Stalag, son séjour à Londres et sa première prise de bec avec les gaullistes qui avaient voulu lui faire signer un engagement à la personne du chef de la France libre. Son entrevue orageuse à Alger avec De Gaulle à la Villa Les Glycines. Le général voulait qu'il soumette son organisation de prisonniers à celle de son neveu, Michel Caillaux. Mitterrand l'avait pris de haut. De Gaulle de plus haut encore. En sortant de l'entretien, un de ses amis l'avait prévenu qu'il allait recevoir un ordre d'affectation dans un régiment particulièrement exposé de l'armée d'Italie. Autant dire qu'on l'envoyait à une mort certaine. Il avait trouvé une place dans un Lysander et avait regagné la France. Mitterrand, à cet instant,
laissait planer un silence lourd de sous-entendus. De Gaulle avait-il voulu réellement le supprimer? Il ne lui déplaisait pas de le laisser entendre. Robert Mitterrand s'indignait qu'avec de tels états de service dans la résistance, on continuât à mettre en doute son engagement et la sincérité de son adhésion. Il faudrait faire un livre sur ce sujet pour qu'enfin la vérité soit dite. Mitterrand, placide, hochait la tête. Je sais ce que j'ai fait, c'est ce qui m'importe. Le reste n'a pas d'importance. Je demeurai pensif. Je croyais à la sincérité de Mitterrand. Il avait risqué sa vie alors que d'autres n'avaient pas bougé. Mais, né sous le signe de la contradiction, de l'ambiguïté, du déchirement, il ne s'était jamais engagé à fond parce qu'il voulait rester libre. Il considérait le manichéisme et l'esprit de parti comme des infirmités de l'intelligence. En face de De Gaulle, tout d'un bloc de certitude, il faisait figure de personnage barésien à la recherche de lui-même, d'expérience, d'émotion. Il avait joué un grand rôle, joui de tout, mais un destin malin l'empêchait de profiter pleinement de ses actions les plus nobles, les plus courageuses, qui restaient toujours troubles et entachées de duplicité. L'atmosphère de ces déjeuners était si bon enfant, si irréelle, qu'on se prenait à douter qu'un succès pût advenir. Tout cela semblait si loin. C'était comme un jeu à être président auquel on jouait sans y croire. Parfois, les convives dérapaient. Ils étaient tellement habitués à ce rôle d'enfant admiratif qu'ils essayaient de se faire remarquer par un peu de turbulence. Mitterrand, d'une patte ferme, les ramenait dans le droit chemin. Que de projets fumeux, d'idées irréalisables naissaient dans cette chaude ambiance. Comme c'était délicieux de proposer n'importe quoi, avec la quiétude de ne jamais être rabroué, ni par Mitterrand, ni par un avenir aux contours éternellement platoniques. Chacun y allait de sa suggestion, de son délire, de l'idée qui lui passait par la tête. Un jour, Guy Claes, d'ordinaire discret et placide, prenant soudain son rôle de conseiller au sérieux, se mit à houspiller le candidat et à lui dicter sa conduite. Ce n'était qu'injonctions, objurgations, des « vous ne devriez pas faire ceci »,« il faudrait que vous fassiez cela ». Mitterrand l'observait sans ciller. La bohomie avait disparu. Son œil brillait d'une lueur féroce, comme celui d'un fauve qui voit un prédateur se risquer sur son territoire. D'un ton acerbe, il l'interrompit. « Vous avez raison. C'est très simple. Allez-y donc, pour voir. » Cela jeta un froid. Il était rare de voir Mitterrand rompre avec son habituelle mansuétude. Moi-même, pour ne pas être en reste, j'y allais de mes propositions. Je ne sais plus très bien quelle réforme je suggérais. Cela me paraissait très important à l'époque. Le pire, c'est que je ne m'en souviens plus. En réalité, je ne bâtissais l'avenir que pour me mettre à l'unisson de l'espérance et des rêves. Comme j'étais certain que rien de tout cela ne se réaliserait, et pour cause, je préférais de beaucoup écouter. Lorsqu'on entra dans la période agitée de la campagne présidentielle, les déjeuners cessèrent, où ils devinrent alors suffisamment sérieux pour que ma présence n'y fût plus jugée indispensable. Contre toute attente, Mitterrand fut élu. Cela m'attrista un peu. Je sentis que rien ne serait pareil. Et là, je ne me trompais pas dans mon pronostic. 2 ans plus tard, je fus convié à un déjeuner à l'Élysée. On montait encore d'un cran dans le décorum. Nous étions 10, appartenant au clan des saltimbanques. Hélène Cixous, tête de huppe naturalisée, François-Marie Bagné, page vieillissant qui jouait les historiographes, l'acteur et metteur en scène Jérôme Savary et 3 autres personnes appartenant à ces professions incertaines de l'art et de la littérature. Mitterrand n'avait pas changé. Bonhomme affable, il adressait à chacun un mot aimable, se préoccupait de faire remplir nos verres de jus de tomate. Il semblait avoir à cœur de rester simple et de montrer que le pouvoir ne l'avait pas, comme tant d'autres, rendu pompeux. Nous passâmes dans la salle à manger chromée, décorée par les Pompidou dans le plus pur style polystyrène compensé et tubulure étincelante. Des chaises peu confortables et une table en verre, anachronique sous les lambris, laissaient une impression de bric-à-brac ornemental. L'atmosphère du déjeuner, en dépit de l'amabilité du président, restait froide, compassée. On sentait que chacun faisait des efforts pour trouver un sujet de conversation. On passait d'un thème à l'autre, sans conviction. L'ennui, avec des personnalités si diverses, c'est qu'on ne pouvait trouver aucun terrain commun. Chacun voulait briller, plaire au président, et ce désir tuait toute spontanéité, tout agrément.
On se serait cru au milieu d'une classe de bons élèves invités chez le directeur du lycée. Mitterrand devait sentir que son déjeuner était raté, qu'il suait l'ennui, le formalisme, non par sa faute. Le malheureux faisait de son mieux pour l'égayer, et il possédait une inépuisable provision d'anecdotes. Mais elles aussi tombaient à plat. Ni les lieux, ni les convives n'étaient propices à la réjouissance. Les invités se regardaient d'un air aigre comme des rivaux, chacun se demandant ce qui avait bien pu justifier l'invitation de son voisin, chacun soupçonnant l'autre d'intrigue, de courtisanerie. Bagné pointait sur moi, l'œil agacé du chouchou du professeur, qui voit celui-ci s'engouer d'un nouveau venu. Il me regardait d'un air dépourvu de franchise et de sympathie. Quant à Hélène Sissou, elle semblait souffrir dans son amour-propre. Avoir été conviée dans cette fournée qui la mêlait à des écrivains du second rayon, d'arrière-garde et qui plus est lisible, humiliait son génie exigeant. La conversation était chaotante. Il était aussi difficile d'en retirer des morceaux savoureux que d'extraire la chair de la carapace des homards que nous avions dans notre assiette. Mitterrand se livrait à son exercice favori, qui consistait à dérouter ses interlocuteurs. Il prenait un malin plaisir à surprendre. Sissou fixait la scène de son regard hautain. Bagné écrivait sans relever la tête, les coudes sur la table, comme un écolier qui fait ses devoirs dans la salle à manger. Sans la moindre vergogne, il notait dans un carnet les propos qui s'échangeaient. Parfois, on se demandait si notre bruit ne le dérangeait pas trop. Le président ne semblait pas s'offusquer de ce comportement. Bagné n'était-il pas dans son personnage de vieil enfant terrible? J'avais beau être impressionné par le lieu, pas tellement par le décor, et par le président, je trouvais nos anciens déjeuners beaucoup plus sympathiques et amusants. D'où venait cette impression d'ennui, de componction? Quelque chose était mort. La fantaisie, la gaieté, la bonne humeur ne fréquentaient pas les palais nationaux. Mitterrand posa à ses invités une de ces questions pièges qu'il affectionnait. « Que pensez-vous du Figaro Magazine » C'était l'époque où le journal d'Hersan tirait sur lui à boulet rouge. Chacun donna dans le panneau. Torchon infâme, presse ignoble. Mitterrand écoutait les critiques méprisantes d'un air intéressé. Puis, il dodelina de la tête. Moi, je trouve que c'est un journal bien fait, dit-il, plutôt agréable à lire. Un peu polémique, bien sûr, j'en sais quelque chose. Mais c'est quand même moins ennuyeux que le Nouvel Obs. Vous ne trouvez pas? Les convives, déconcertés, plongeaient le nez dans leur assiette. Mitterrand avait une lueur guillerette dans le regard. Il semblait content d'être là, où personne ne l'attendait. Imprévisible, indéchiffrable, libre. Vers la fin du déjeuner, le nom de Malraux fut jeté en pâture. Tout le monde y alla de son coup de dent. Et cette fois, sans crainte. L'aversion du président pour l'écrivain était notoire. Le président savourait cette mise en pièces. Il conclut. Ces livres sont un peu du toc, comme le personnage. Ça a vieilli. Je ne crois pas que les jeunes le lisent. Je me récriai, dans une ambiance glaciale, devant un auditoire consterné et méprisant. Je m'efforçais, tant bien que mal, de défendre Malraux. Mitterrand m'observait avec amusement, comme on regarde les efforts désespérés d'un insecte pour escalader un bocal. On passa au salon. Mitterrand relança la conversation sur Malraux. Il lui injecta encore quelques piqûres de curare. Soudain, la tête d'oiseau d'Hélène Sissou s'agita. D'un ton péremptoire, elle laissa tomber son verdict. Le problème avec Malraux, c'est qu'il n'était pas très intelligent. Je ne réagis pas. Il me semblait qu'il était impossible qu'on pût proférer impunément un propos aussi injuste, aussi faux. Quelque chose allait se passer. Le lustre tombait en miettes sur le tapis, la pendule explosait sur la cheminée, la bergère Louis XVI se cabrait, le maître d'hôtel renversait la cafetière en argent. Mais il ne se produisait rien. Mitterrand savourait, comme un potentat, cet excès de zèle d'un de ses courtisans. Il était trop fin pour partager l'opinion d'Hélène Sissou, mais il trouvait de l'agrément à ce que, autour de lui, on repeignît désormais le monde avec les couleurs qui lui plaisaient. Oui, cela le chatouillait agréablement. Qu'est-ce que la vérité après tout? On lui avait tant de fois imposé une vérité qui n'était pas la sienne. Maintenant, sa vérité régnait, c'était ce qui lui importait. Il avait attendu si longtemps ce moment. Quand je me retrouvais dans la cour de l'Élysée, me tordant les chevilles sur les pavés disjoints, je continuais à suffoquer d'indignation. Comment Mitterrand avait-il pu changer à ce point, lui, autrefois, si libre dans ses propos? Comment pouvait-il supporter cette atmosphère de mensonge? Je fis le serment de ne plus jamais revenir. Le lendemain déjà, je me calmais.
Ma résolution de ne plus retourner à l'Élysée se dissipa. L'ennui, c'est que ce fut Mitterrand qui ne m'y convia plus. Je le revis 2 ou 3 fois, de loin, dans des inaugurations. Il me fit un sourire, un signe. Je me sentis triste et dépitée, comme une jeune fille qu'on a séduite et qu'on n'invite plus à danser.